Je pense que ce séminaire est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, justement parce qu'il adopte une approche pluridisciplinaire. En fait, la pluridisciplinarité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. C'est un peu un mantra universitaire, mais en réalité, elle pose beaucoup de problèmes. Et je voudrais adopter le point de vue je ne sais pas comment dire, de l'anthropologie juridique, faisant état d'un travail qu'on a fait avec Jean Lassègue, ici présent, qu'on a publié sur comment comprendre le digital. Je suis moi-même juriste de formation, je suis juge, même si je ne juge plus aujourd'hui. Et comment je comprends je comprends la profonde originalité de la blockchain, qui vient de ce que, et c'est toute la difficulté, me semble-t-il, pour un juriste, ce qu'on va trouver pour les smart contracts, c'est-à-dire qu'il y a à l'évidence du droit dedans, mais c'est un droit nouveau. C'est un droit nouveau en raison de son automaticité, de sa fiabilité, de sa rationalité, qui sont des qualités du contrat, mais qui sont poussées à bout, pourrait-on dire, ou poussé à l'extrême, ou radicalisé dans un sens scientifique, par rapport à ce qu'est un contrat ordinaire qui réclame une interprétation dont le texte est toujours, et j'allais dire nécessairement parce qu'il est texte, un peu flou. Et donc, c'est ce décalage que je voudrais travailler avec vous, parce qu'il me semble que c'est véritablement ce frottement qui est encore une fois, qui est nouveau. Et pour le qualifier, je dirais que la blockchain procède d'un oubli partiel du monde. On pourrait dire d'un refoulement partiel du monde. Et en effet, la blockchain se pense dans une double opposition. Une première opposition, une opposition au monde ancien, au monde politique, au monde des institutions, qu'elle partage avec l'idéologie Internet, donc cet aspect libertarien, qui n'est pas, alors, utopiste, mais il faudrait donner à l'utopie un sens différent, techniciste. Donc ça, c'est une opposition, c'est un mouvement auquel elle s'affilie et dont elle partage les présupposés, mais elle procède d'une seconde opposition, qui est une opposition au web traditionnel, tel qu'il a été construit depuis les années 2000, auquel elle reproche d'avoir trahi en quelque sorte ses idéaux initiaux et proposant une autre démarche qui va consister précisément à réintroduire un élément de réalité, un élément de réalité, alors qui va être absolument capital pour les juristes, sans toutefois rejoindre le monde. On pourrait dire, j'emploie le monde au sens de Kant, au sens de ce qui résiste, ce qui est extérieur, ce qui est à la fois la condition et par certains côtés, jamais totalement atteignable. Alors, par exemple, la blockchain reconstitue des éléments. Le premier, c'est bien sûr la manière dont elle organise une spatialité, mais qui est déconnectée du territoire politique. Alors, pour comprendre ça, il faut faire un peu en arrière. La thèse que nous soutenons avec Jean, c'est qu'il faut comprendre le numérique comme l'apparition d'une nouvelle écriture. Et donc une nouvelle écriture et donc une nouvelle médiation au monde, très, très nouvelle, très perturbante, parce qu'elle introduit un ordre graphique, et pas un ordre graphique, elle introduit un registre graphique, celui du numérique, qui est composé de suites de nombres, mais qui n'a ni temps, ni espace, ni distinction sujet-objet, et donc qui permet des tas de choses, mais de manière, encore une fois, opportuniste. Ce n'est pas du tout ce que va faire la blockchain. Et la blockchain, elle réintroduit bien une spatialité. Alors, si je me réfère à cet élément cette
remarque de Carl Schmitt, où il dit ce qui caractérise le droit, c'est la combinaison d'une Ortung et d'une Ordnung, c'est-à-dire d'un enclos, d'une délimitation d'un espace et de la construction d'un ordre spécifique, politique, à l'intérieur de cet espace. Eh bien, précisément, la déterritorialisation qu'opère la blockchain, elle va délier ce lien. Elle délie ce lien parce que le rapport à l'espace est un rapport qui n'est plus confiné à un territoire, il est dégéographicisé, si vous voulez, c'est des mots un peu barbares, et elle va remplacer l'ordre politique par un système, l'idée d'un système technique. Donc, elle garde un lien entre la spatialisation et le pouvoir, mais ce lien est totalement inédit, est totalement nouveau. Et une des difficultés de notre journée, et je crois que c'est la difficulté qui est devant nous, va consister précisément à qualifier ce registre, ce nouveau registre que constitue la blockchain et qui est absolument nouveau et qui, à ma connaissance, mais je suis vraiment un béotien, n'est pas véritablement encore pensé aujourd'hui, notamment par la philosophie. Deuxième caractéristique, la blockchain va réintroduire une temporalité. Une temporalité qui est une certaine valeur du temps, mais qui n'a plus ce caractère commun du temps, qui était une de ses principales caractéristiques. C'est un peu comme si la blockchain donnait une montre à chacun, mais qui donnait des heures différentes. C'est-à-dire, il y a, on pourrait dire aussi, c'est des mots un peu bizarres, une temporalité décentralisée, polycentrique, mais qui introduit une temporalité, c'est l'idée même de blockchain, et cette temporalité va permettre le retour, et c'est très, comment dirais-je, c'est très perturbant intellectuellement au moins, de l'idée de propriété. L'idée de propriété qui suppose une délimitation, une temporalité, une individualisation. Alors, il y a un retour des individus, mais les individus sont considérés comme de pures entités, comme les détenteurs de clés, comme des points dans un système, de la même manière que les nœuds sont une désignation quasi géométrique des intersections. Les individus sont départicularisés, mais pas désindividualisés. Ce qui est tout à fait différent. Si on reprend la distinction de Ricoeur entre l'identité ipse, l'identité idem, l'identité comme memté et l'identité comme fidélité à soi, mais par une référence qui n'est pas soi, on pourrait dire que les individus, pour la blockchain, sont des identités idem plus. C'est-à-dire qui sont d'une identité, là aussi, infalsifiable, immuable, de purs individus, comme de pures fonctions sans substance, comme une constante par rapport à l'idée que les individus sont une variable. Alors, ça va permettre des interactions, et c'est le propre de la blockchain, c'est qu'elle permet des transferts irrévocables, contrairement au web. On n'est plus dans le peer-to-peer, on n'est pas je donne mais je garde en même temps, ce qui perturbait beaucoup les juristes et le droit de la propriété intellectuelle. C'est l'idée d'interactions qui vont permettre des transferts de propriété, quelque chose qui ressemble à la propriété juridique, qui va produire une économie encore plus éloignée de l'économie réelle. C'est-à-dire certainement pas un hasard si les bitcoins et toutes les crypto-monnaies ont poussé, surtout dans un sens spéculatif, beaucoup plus que se rapprochant de l'économie réelle. Alors, il y a bien, c'est aussi un élément très important pour les juristes, c'est-à-dire que la force de la blockchain, c'est qu'elle va opérer une internalisation de la fonction tierce, du tiers terme garant, qui est capital pour les interactions juridiques, comme pour toutes les interactions humaines d'ailleurs, d'une manière qui ne s'est à mon avis jamais vue, parce que cette fonction du tiers terme garant est totalement intégrée dans le système.
intégrée dans le système, elle est le système. Ce qui fait dire à un État catch que le système, la technique de la blockchain se pose comme une quatrième partie, non plus la tierce partie, mais la quatrième partie, qui va permettre de réaliser un équivalent fonctionnel de la fonction tierce, réelle, et par certains côtés, j'allais dire impitoyable, si je peux me permettre ce détour dans un anthropomorphisme. Donc, il y a bien l'idée d'une fonction tierce, mais cette fonction tierce est accomplie par la forme. Donc, à la différence du web, ce qu'est l'originalité de la blockchain, c'est de réintroduire une structure du monde, un monde structural, sans un univers structural, je ne sais pas comment dire, sans le monde réel, sans le monde vécu. Et donc, ce que n'arrivait pas à faire le niveau graphique, qui est pourtant sa base. Et c'est une structure, c'est-à-dire les éléments fondamentaux d'une structure minimale aussi, autre expression, si vous voulez, une structure minimale qui permet des interactions, qui permet d'agir, et pas uniquement de réagir, mais d'une manière qui est totalement inédite. Pourquoi j'insistais sur l'idée d'agir, que c'est bien une action dans le monde. Je fais référence ici à la fameuse distinction que faisait Hannah Arendt entre l'œuvre et l'action. L'œuvre, c'est le système. L'œuvre, c'est-à-dire, c'est la réalisation qui est reproductible, qui est itérative, qui fait quelque chose et qui résulte d'ailleurs d'un faire, à la différence de l'action, qui est une initiative politique dans le monde, initiative dont on ne connaît pas les conséquences, c'est d'ailleurs ce qui la caractérise, c'est-à-dire que l'action, c'est d'apparaître, pour reprendre les catégories d'Hannah Arendt, apparaître dans le monde et de déborder par l'action qu'on enchaîne avec les autres hommes, un enchaînement de conséquences qui est imprévisible et qui dépasse toujours l'intention initiale qui le dictait. C'est pour ça que l'événement déborde toutes les prévisions, toutes les intentions. Il surgit de manière déconcertante dans le monde et nous sommes confrontés à ces conséquences. Et alors je crois que cette distinction, elle est très importante. Elle vaut d'ailleurs également pour le numérique. Elle vaut, j'entends, pour poser les termes juridiques de la régulation de la blockchain et de l'attitude vis-à-vis du numérique. Parce que les promoteurs de ces techniques se pensent comme des techniciens, se pensent comme des fabricateurs, se pensent comme des gens qui font et qui vont proposer de nouvelles manières de faire sans assumer la dimension politique de l'action qu'ils font dans le monde. Une action extraordinairement puissante, entre parenthèses, j'allais dire la plus puissante peut-être de ce début de siècle, qu'il faut comprendre comme une action donc aux conséquences imprévisibles. Pourquoi aux conséquences imprévisibles ? Parce qu'elles ont rencontré le monde précisément. Elles ont rencontré les passions humaines, elles ont rencontré l'histoire, elles ont rencontré la démesure, l'ambivalence, tout ce qui caractérise le monde humain. Alors, la difficulté, et je crois que cette difficulté, à mon sens, est toujours irrésolue du point de vue de la philosophie, c'est comment penser la blockchain, comment penser le rapport au monde de la blockchain. Parce que ce rapport au monde, on le voit, ce n'est pas une utopie. L'utopie est un récit. L'utopie est un récit qui propulse dans un ailleurs du monde. Alors qu'avec la blockchain, on a un faire, on a une possibilité de faire quelque chose dans le monde et de faire quelque chose au monde. Les deux étant bien sûr indissociables. On n'est pas non plus dans une forme opportuniste comme l'est le numérique, le web, c'est-à-dire une forme opportuniste, c'est une forme incomplète qui permet d'agir, mais encore une fois, sans avoir de référence, de spatialité, de temporalité propre. Alors, juste pour beaucoup plus brièvement, parce que ça me semble être le plus
Le plus important, c'est que, eh bien, aujourd'hui, et ça sera, je crois, le thème de nos travaux, c'est que, oublier le monde, il se vengera. Il reviendra. Il reviendra, et c'est ce à quoi on ne cesse d'assister s'agissant de la blockchain. Il reviendra parce que, eh bien, si on prend en termes strictement économiques, c'est le problème de la convertibilité. Et c'est la prime qui va être donnée aux crypto-monnaies qui vont proposer une convertibilité plus sûre, plus fiable. Et alors c'est très important, c'est l'importance que va occuper une entreprise comme Circle aujourd'hui, qui est en train de commencer, qui commence d'après mes informations. Moi, je suis encore une fois un béotien. Je me suis renseigné pour préparer auprès de gens qui travaillent directement dans la blockchain, et ils me disaient, on voit s'amorcer un mouvement de reconcentration autour de Circle. Autre sujet qui doit attirer notre attention, c'est le protectionnisme culturel chinois. Quelle est l'attitude de la blockchain vis-à-vis des autorités chinoises? Je dis bien des autorités chinoises parce qu'il n'y a rien d'autre en Chine que des autorités politiques. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un retour de la géopolitique, il y a un retour du morcellement du monde, il y a un retour du rapport de force, il y a un retour de la violence potentielle et de la domination à travers la blockchain. Et ne pas le penser et ne pas le croire en estimant que cette spatialité échappe à la tyrannie du rapport de force est à mon avis une illusion. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser ce retour, cette nouvelle physionomie du monde, une nouvelle physionomie qui ne sera pas le monde ancien. Et l'erreur commune de beaucoup aujourd'hui, c'est de penser, mais peut-on faire autrement? C'est de penser le monde qui vient avec les catégories du monde ancien. C'est notre problème absolument quotidien qui nourrit nos actualités. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un retour d'un monde régionalisé, d'un monde polarisé entre les États-Unis, la Chine, peut-être l'Europe, mais ce n'est pas sûr. L'anthropologie reprend ses droits. L'anthropologie reprend ses droits, et je suis frappé, ce qui ne surprendra pas le juge que je suis, de la menace de la criminalité, bien sûr, de la criminalité, c'est-à-dire eh bien, de l'utilisation de cette forme disponible, de cette forme incomplète qu'est la blockchain, de cette forme structurale à des fins criminelles. J'allais dire, bien sûr, il n'y a pas d'activité humaine qui ne soit pas immédiatement pensée et imaginée par l'intention criminelle de contourner la règle, d'exploiter toute possibilité pour s'enrichir frauduleusement ou au mépris des droits d'autrui. Donc j'insiste pas, mais l'embarras que beaucoup d'entre nous éprouvons à l'égard de cette question de l'utilisation par les terroristes, le blanchiment d'argent, les activités criminelles, les escroqueries, les menaces, etc., les rançons par l'intermédiaire de la blockchain sont bien évidemment une question que l'on ne peut pas éviter et qui ne doit pas d'ailleurs empêcher et qui ne disqualifie pas cette technique. Elle disqualifie sa naïveté et son oubli du monde. Je me précipite parce que le temps passe. Retour de l'intérêt, bien sûr, et c'est pour ça que la blockchain est pour l'instant absorbée par la crypto-monnaie au détriment d'autres possibilités, de solutions qui réclament le moins d'efforts. C'est pour d'où l'échec de les DAO. Voilà. Bref, je terminerai en disant que ce qui est tout à fait frappant dans la blockchain, c'est elle est pensée par ses promoteurs et ses concepteurs de manière isolée, indépendamment du monde, et en réalité, elle est inséparable du monde, elle est indissociable d'une évolution de l'état du monde. Ce qui est tout à fait frappant dans les ICOs, c'est que dans les ICOs, elle mobilise une nouvelle définition de la confiance qui ne résulte plus de l'interconnaissance comme c'était le cas jusqu'à présent, mais elle procède d'une confiance dans la technique, d'une confiance dans les protocoles imaginés
par d'autres. Et donc, il y a bien une évolution de la croyance. Donc, l'homme est toujours un animal symbolique. Rassurez-vous, il a toujours besoin de montage symbolique pour vivre. Simplement, ses croyances se sont séparées. Et je m'arrête parce que je parle depuis 20 minutes 03 secondes. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Je me demandais, pourquoi est-ce que vous pensiez qu'il n'y avait pas de conscience politique chez ceux qui utilisent, chez ceux qui ont créé du moins ces technologies? Parce que moi, je suis un informaticien et j'ai l'impression que ceux qui ont fait ça l'ont fait de façon assez réfléchie et à dessein, presque. Oui, tout à fait. Mais il y a une naïveté politique. C'est-à-dire qu'il y a la naïveté de croire que l'on peut vivre sans symbolique et qu'on peut vivre et interagir uniquement grâce à la technique. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il y a cet oubli et qui est plus qu'un oubli. C'est pas un oubli. Alors excusez-moi, c'est peut-être mon expression n'était pas bonne. Il y a ce postulat, se dire oui, on va organiser la coexistence humaine par la technique, au mépris du politique, en disqualifiant les institutions et à travers les institutions, tout ce qui ressort de la dimension symbolique, à commencer par le langage. Et ce qui est fascinant dans un smart contract, c'est un contract qui ne repose pas sur un texte en écriture alphabétique. Alors ça, pour un juriste, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, il y a une idéologie qui est terriblement naïve et qui est terriblement contre-productive. C'est-à-dire comme elle est naïve et qu'elle part pourquoi elle est naïve? Elle part ce postulat extrêmement audacieux. Extrêmement audacieux, on n'a pas vu ça depuis les Grecs quand même, hein, de se penser indépendamment du symbolique. Il y a un retour qui peut être violent. Je peux me permettre une deuxième question Michel Serres faisait le constat que l'évolution de la société sur les dernières décennies, ou même les derniers siècles, avait été fortement influencée par les sciences dures, la technique, et que le politique avait eu un petit peu de mal à suivre et suivait avec une certaine distance. Le simple web est une transformation politique dans la mesure où il permet des interconnexions qui étaient impensables auparavant. Et voilà, c'est-à-dire qu'il disait en fait qu'on conseille aux politiques, ce serait bien si vous vous intéressiez aussi aux sciences dures, parce que la plupart des politiques sont formés plutôt aux sciences qu'il appelait molles. La blockchain fait partie de cette évolution qui peut modeler le politique totalement s'en défaire. Donc en fait, je suis assez... je dis qu'il y a une forme de cohabitation à trouver. Alors là, je vous rejoins absolument. Et plus qu'une cohabitation, il y a une intégration politique. C'est-à-dire que notre histoire... Oui, par exemple, je prends deux exemples. Certains d'entre vous ont pris le train pour venir ce matin, venir ici. Bon, cette expérience est décrite par Victor Hugo, rapportée par Desportes comme une expérience extraordinaire. Et comme c'est Victor Hugo, il la raconte de manière... Et il raconte comment les couleurs et les formes changent suivant qu'on baisse les yeux, etc. Certains d'entre vous, peut-être, ont autour du poignet, comme moi, une montre. Cette montre, c'est une mécanique qui est absolument indépendante de notre corps, qui synchronise nos actions avec le reste du monde et qui ne dépend en rien de nous. C'est des choses extraordinaires. Il y a une histoire du temps qui a été faite 1000 fois, mais qui montre bien qu'on a intégré ces deux innovations techniques et elle les a intégrées au point de ne pas en faire... je pense que vous n'êtes pas bouleversé par le fait d'avoir pris le métro ce matin, qui est une expérience absolument bouleversante. Pour un homme avant 1850, cette expérience aurait été bouleversante. Donc, si vous voulez, je vous rejoins tout à fait. L'enjeu, et je crois que pour moi, c'est ce que je voulais dire, c'est le sens d'un atelier comme celui-ci, c'est l'intégration politique qui passera par une connaissance et une reconnaissance de la technique et qui passera par le fait que chacun qui sont en charge d'élaborer cette intégration politique assume les limites de son raisonnement, assume les limites de sa matière, de sa discipline. Anyone else? Yes.
Would you please stand up when you're asking your questions so you'll be recorded nicely? Alors, c'est une hypothèse. Il me semble, si j'ai bien compris, que vous dites que la dimension symbolique du politique, elle se rattache au grec, mais ce serait du coup après Périclès, en fait, parce qu'il y a une dimension symbolique du groupe dans la démocratie donc participative d'origine, avant Périclès, donc dans le système, pour ceux qui ne sont pas familiers, dans un système où la politique était faite uniquement par le groupe, et qu'à chaque fois qu'il y avait une figure du coup séduisante, en fait, comme nous on choisit des figures séduisantes dans le fonctionnement politique, à chaque fois qu'il y avait une figure qui émergeait comme ça, on la sortait en fait de la cité. C'était l'ostracisme, c'était par exemple ce qui arrivait à Aristide le Juste. Il me semble que dans la blockchain, la technique, le côté, le fait que idéologiquement c'est issu du mouvement cypherpunk, etc., il y a cette dimension de dire, c'est encore symbolique, mais c'est la symbolique du groupe, de ensemble on va faire, on n'a plus besoin des institutions. Ensemble, on crée une gouvernance qui nous semble plus juste, parce que justement on ne se rattache pas, on ne délègue pas, on n'est pas dans quelque chose on n'est plus dans le représentatif. Voilà, c'est pas très clair comme question. Je suis désolée. Non, tout à fait. Alors, si vous voulez, il faut s'entendre sur la définition du mot symbolique. Le symbolique, c'est toutes les médiations dont nous avons besoin pour calmer dans notre esprit la menace du chaos du monde, quoi. Hein. Donc, c'est le mythe, le langage, la science, la religion, l'art, etc. Oui, mais vous prenez l'exemple du groupe. Moi, j'ai étudié l'affaire de Nice, qui vient de se conclure par la condamnation du joaillier. Ce qui est très, très frappant dans la démocratie des groupes, pour prendre l'expression américaine consacrée, ce qui est très frappant, c'est que ce groupe informe sans médiation institutionnelle, réactive l'archaïque. On voit le retour du bouc émissaire, le retour du lynchage, la juridiction des émotions suprême sur toute autre considération. Donc tout ce que nous avons mis des siècles à domestiquer. Donc ça, c'est absolument évident. Et vous laissez les gens voter sur l'affaire de Nice. Vous vous souvenez, ce joaillier qui a tiré dans le dos un type qui s'enfuyait quand même. Hein. Bon, alors moi, en tant que juge, la légitime défense, là aussi, c'est quand même toute une construction, une mise à distance, etc. Vous avez des milliers de votes en faveur du joaillier. Et c'est pas du tout par hasard. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces juges qui nous emmerdent, qui posent des délais, qui posent des conditions, qui vont réfléchir. Lui, c'est un petit salopard, il a voulu tuer. Il est tué, tant pis pour lui, c'est bien fait, boum. Et on voyait c'était très clair, mais il y a 1000 exemples. Hein. C'est le cas des rapports entre adolescents. Et puis, c'est le cas aussi, on va retrouver ça dans la bulle et au point de vue économique. Hein. On peut dire exactement la même chose. C'est le retour de l'archaïque. Alors, pour l'instant, on est dans une phase intermédiaire dans laquelle on ne l'a pas encore senti, on n'a pas encore tiré, et je n'en impute pas du tout la responsabilité aux concepteurs de la blockchain, loin de là. Et c'est pas du tout pour moi un motif pour disqualifier le numérique, loin de là. C'est un appel pour qu'on intègre cette technique avec ses conséquences et avec les réflexions qu'on peut, et convictions bien établies, hein, dirait Rawls, sur ce que produit cette technique. Ce que produit cette technique. Et je peux vous dire, sur les questions que je connais un petit peu, qui sont celles de la justice et celles des droits fondamentaux, c'est le retour du lynchage. Et c'est très facilement explicable. Voilà. Donc, démocratie des groupes, sans compter qu'il y a un grand paradoxe, là aussi, qui concerne le territoire. Si vous voulez, le territoire, c'est une construction millénaire, de passer d'un groupe nomade à celui qui s'installe, qui délimite, qui crée un ordre territorialisé, sédentarisé. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la démocratie des groupes, qui peut marcher dans certains cas au niveau micro, c'est-à-dire qui assure une véritable égalité au niveau micro, se traduit par de profondes inégalités grandissantes au niveau macro. Et les deux vont de pair. Et c'est parfaitement explicable. C'est parfaitement explicable. C'est quelque chose qui est... Alors ça, pour l'instant, on est dans une phase de creusement de ces inégalités et de perfectionnement de cette égalité au niveau micro. Mais un jour, il faudra qu'on fasse le bilan. Et de se dire, bon alors, ça donne quoi tout ça ?
Ça donne des petits groupes qui communiquent beaucoup mieux et qui s'entendent beaucoup mieux et dans lesquels il y a une égalité beaucoup plus réelle. Et ça creuse des inégalités inconcevables dans un monde territorialisé. Donc voilà, donc si vous voulez, quand je dis il faut la concevoir comme une action, mais l'action, c'est ce qui incorpore a priori les conséquences imprévisibles, imprévues et parfois négatives, c'est ça la politique. Et ça ne se fait qu'à travers une délibération humaine, réflexive. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je ne suis pas juriste, mais ma compréhension du droit, c'est que justement, c'est laisser au juge la décision, donc il y a toujours un aléa possible. Comment vous voyez l'intervention de la blockchain, effectivement, avec ces smart contracts qui sont exécutés de façon systématique? Est-ce que vous voyez une menace pour le droit? Je pense que l'avenir, il est à la combinaison des apports énormes que peut apporter les smart contracts, mais qui ne seront jamais ce que c'est l'observation que font les juristes d'ailleurs, c'est de dire un contrat, c'est une constellation de petits contrats et d'accords, etc. Et donc, au point de vue juridique, on pourrait dire la même chose du niveau du procès. On va assister à une segmentation des contrats dans un premier temps à cause des smart contracts, et ensuite qui va appeler un besoin de réunir, de réunir. Et les échos que je lis des smart contracts, c'est que c'est très utile de manière partielle, et c'est vrai de pratiquement toute la blockchain. Mais ça ne résout pas un contrat industriel de grande ampleur, ne se fera pas par smart contract, ça c'est pas possible. Et je pense la même chose pour le procès, pour la vie juridique. Donc oui, il y a d'immenses bénéfices à retirer au niveau local et décentralisé, pour un contrat ou pour un procès ou pour même un processus politique, à condition qu'il y ait une instance d'intégration du tout. Thank you. I think we have to move on now to the next panel. Let's clap. Thank you.